Bonjour à tous, bienvenue sur Campus Mag LR, un magazine télévision sur l'actualité de la recherche, de l'enseignement supérieur, de la culture et de la vie étudiante en région Languedoc-Roussillon. Un magazine TV qui vous est proposé par les services audiovisuels, web TV et communication des institutions partenaires du Presse. Une émission que vous retrouvez comme d'habitude en direct sur Radio Campus et que vous retrouverez plus tard sur le site internet de Campus Mag LR. Dixième émission donc de Campus Mag LR, un vrai plaisir de se retrouver ici à domicile à Montpellier Supagro après avoir tourné dans un certain nombre d'institutions partenaires du Presse. Julien, un plaisir de te retrouver. Eh bien écoute, c'est un grand plaisir pour moi aussi après ce grand pont, ces vacances si on peut dire. Je suis très content de te retrouver et de retrouver tout le monde de Campus Mag aussi. Et un beau programme que tu nous as prévu apparemment sur cette émission, je pense. Comme d'habitude. Et donc, comme d'habitude aussi, on a le plaisir d'être invité et accueilli ici, donc à Montpellier Supagro. Et un petit mot d'accueil de la directrice générale de Montpellier Supagro, Anne-Lucie Vac. Vous avez pris vos fonctions relativement récemment, l'été dernier, je crois. Et faut-il le rappeler, vous êtes quand même la première dans toute l'histoire des écoles ingénieurs agronomes et vétérinaires, la première femme directrice d'une école d'agronomie. Donc, oui, merci de nous accueillir ici. Merci de me donner l'opportunité de faire ce petit mot d'accueil. Alors, au nom de Montpellier Supagro et en tant que directrice générale de cet établissement, je voudrais d'abord vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir cette émission. Heureux d'accueillir cette émission parce que c'est une très belle vitrine de promotion, évidemment, des activités, des savoir-faire, de nos établissements d'enseignement supérieur, des organismes de recherche et donc et des grandes écoles, bien sûr. Et parce que ça nous donne une visibilité au plan local, régional, au plan international. Et je voudrais aussi vous dire combien nous sommes heureux d'accueillir cette émission à cause de son professionnalisme, en fait. Et je voudrais remercier tous ceux qui y contribuent et dire que nous sommes heureux de pouvoir contribuer également, nous, en nature, en mettant à disposition un animateur, notre community manager ou notre responsable de communication. Voilà, donc... merci beaucoup. Voilà, merci de nous donner l'opportunité d'accueillir cette émission dans ce lieu historique. Alors, nous sommes ici dans l'amphithéâtre Pasteur, qui est un lieu hautement symbolique et historique de notre école, qui s'est installé dans les années 1870 sur ce campus de Montpellier. Alors, amphithéâtre Pasteur, parce que Pasteur en personne est venu y donner des cours. Et il nous semblait hautement symbolique de tenir cette émission dans ce lieu, parce que le pôle d'enseignement supérieur, le pôle scientifique de Montpellier, tire aussi sa notoriété et sa visibilité au plan international de cet ancrage historique, et que beaucoup des thèmes emblématiques qui sont maintenant le cœur d'activité de ce pôle ont un ancrage historique. Alors, pour rester dans l'exemple de l'agronomie, je citerai par exemple la viticulture-œnologie, où dans les années justement à la fin du 19e siècle, l'école a bâti sa réputation internationale sur la lutte contre le phylloxéra qui ravageait les vignes françaises et européennes. Et en parlant de viticulture, on nous a, votre community manager nous a dit que vous faisiez les vendanges à l'ancienne. On a l'impression qu'il fait bon vivre ici quand même, en tant qu'administratif, en tant qu'étudiant, en tant que chercheur. Tout à fait. Le campus de Supagro, les campus de Supagro sont des lieux de vie et des lieux de travail, je pense, qui offrent des conditions idéales pour les étudiants et les enseignants. Et c'est tout à fait un facteur important pour notre attractivité, aussi vis-à-vis des étudiants internationaux qui vont aussi vouloir venir à Montpellier, non seulement parce qu'on y traite des sujets particulièrement intéressants ou qui nous distinguent des autres pôles d'enseignement en France. Et le vin d'Agropolis, c'est bon aussi. Le vin d'Agropolis, c'est bon aussi, pardon. Oui, bien sûr. Ouais, tous les vins de la région sont bons. Mais celui d'ici est très très bon, surtout. Bien sûr, bien sûr. Merci beaucoup, en tout cas. Merci Anne-Lucie pour cet accueil. Merci beaucoup. Merci à vous.
Allez, nous ouvrons notre page formation à présent avec Montpellier Supagro qui va organiser très bientôt sa 6e édition des Assises de la formation. Et avec pour thème cette année, comment s'adapter aux multiples contraintes pour faire évoluer les processus d'enseignement et d'apprentissage. Pour nous en parler, nous rejoignent sur ce plateau Isabelle Touzard, qui est directrice générale adjointe de Montpellier Supagro, et Bruno Tisser, vous enseignez ici à Supagro. Alors peut-être quelques mots, Isabelle, sur ces assises de la formation. À qui est-ce qu'elles s'adressent et quels en sont un petit peu les objectifs de cette journée? Bon, bonjour Damien. Donc ces assises ont 6 ans d'existence, elles ont commencé en 2008. Elles s'adressent bien entendu aux enseignants de Montpellier Supagro, mais aussi aux équipes pédagogiques qui les entourent, c'est très important. Et nous ouvrons ces assises aussi aux enseignants des autres écoles d'ingénieurs agronomes du pays, qui sont chaleureusement invités à venir également échanger. Mais l'objectif de ces assises, il est tout simple, c'est d'échanger, de mutualiser sur les pratiques pédagogiques innovantes, qu'elles soient de Montpellier Supagro ou d'autres établissements. D'accord, alors j'ai oublié de le préciser, ça se passe le 22 mai. Ici même sur le campus de la Gaillarde. Et Bruno, peut-être quelques mots pour nous expliquer concrètement finalement cette journée, comment elle va se dérouler. C'est des stands, c'est des échanges? Oui, tout à fait, bonjour. Donc j'ai le programme sous les yeux là, puisqu'en fait ça se passe effectivement jeudi prochain. Et donc l'idée c'est vraiment d'instaurer une journée de pause où l'ensemble des enseignants des équipes pédagogiques, on va réfléchir un petit peu sur notre pédagogie, on va réfléchir sur des problèmes pédagogiques. Donc c'est vrai. Donc l'idée c'est vraiment une journée sur laquelle on va faire intervenir des conférenciers spécialisés dans le domaine de la pédagogie. On va organiser également des ateliers. Par exemple, cette année, c'est 5 ateliers qui sont organisés sur des thèmes précis dans lesquels on va faire venir... On a des témoignages extérieurs, on a également des témoignages internes, on a un animateur. Donc, pour vous illustrer un petit peu le type de réflexion qu'on est amené à mettre en œuvre, par exemple, comment assurer le tutorat des étudiants, par exemple, dans un contexte de formation à distance. Ça fait partie des questions qui seront amenées à être posées dans ces ateliers. Et puis ensuite, cette année, on innove. On va mettre en place un système de barcamp. Donc, ce sont des ateliers très brefs. Et en fait, l'idée, c'est vraiment d'avoir un échange d'expériences en interne avec toutes les expériences qui sont créées au niveau de Montpellier Supagro. Donc, 11 barcamp qui vont nous permettre d'avoir des échanges d'expériences très rapides avec tous nos collègues. D'accord. Alors pour une école comme Supagro, c'est quoi un petit peu les grands enjeux en termes d'innovation pédagogique? Quelles sont les nouvelles techniques pédagogiques qui peuvent être mises en place dans une école comme Supagro? Et quels sont un peu les enjeux qui se trament derrière de telles innovations? Les innovations sont extrêmement nombreuses. Si on compare cette édition par rapport aux premières, il y a une explosion et je veux dire, elles ne se ressemblent pas du tout. Il y a une grande évolution, une grande richesse d'innovation. Il y a 4 grands types d'enjeux. Je vois bien entendu le statut de la connaissance qui aujourd'hui est accessible à tous par Internet. Donc ça amène à réviser forcément les façons d'enseigner. Il y a la question de l'auto-apprentissage pour être encore plus efficace dans la façon dont les étudiants construisent leurs compétences. C'est important d'évoluer dans ces pratiques de formation, de pédagogie? Ah ben oui, il faut aller très vite. Là, on est en train, c'est indispensable, c'est un enjeu pour l'établissement comme de nombreux autres, à l'échelle internationale, je dirais même. Montpellier Supagro se positionne à l'échelle internationale. Avec des nouveaux outils, les tablettes, les smartphones, ça avance aussi? Ça avance très vite. Et puis là, il y a des choses qui se créent en ce moment à Supagro qui sont encore tout à fait... encore plus avant-gardiste en avance par rapport à ça. Il y a un autre enjeu important, c'est la diversité des publics. Tous les établissements, mais surtout Supagro, est de plus en plus accueille des publics de plus en plus diversifiés. Donc il faut s'adapter aussi en termes pédagogiques. Et puis surtout, on cherche à atteindre des étudiants lointains. Pour que notre enseignement leur soit accessible à moindre coût, il faut adapter nos méthodes par la formation, bien entendu, ouverte et à distance. Donc Anne, c'est une belle école. Comment on peut s'inscrire? Comment on peut venir? Les informations, est-ce qu'on peut les retrouver quelque part? Disons, moi ce que je voudrais surtout souligner là sur ce qui se dit actuellement, c'est l'intérêt que cette démarche a non seulement au plan régional, mais comment ça s'inscrit dans une perspective nationale. Vous savez peut-être qu'on est en train de réfléchir au plan national sur la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Et je peux vous dire que moi, ce que je vois qui se réfléchit ici à Montpellier Supagro et dans les établissements du pôle, est complètement en résonance, voire en avance avec les grandes lignes stratégiques qui se dessinent au niveau de la stratégie nationale de l'enseignement supérieur. Donc c'est vrai que c'est ce genre de pôle qui est un véritable laboratoire à ciel ouvert pour des initiatives pédagogiques, s'inscrit vraiment dans le futur de l'enseignement supérieur. Parfait, bravo de montrer l'exemple. Merci beaucoup. Bonne continuation et puis bonnes assises à vous jeudi prochain. Merci. Merci à vous. À bientôt. Donc
on vient de le voir, Montpellier Supagro innove en matière de formation. Une des innovations à venir, c'est de proposer des filières d'ingénieurs agronomes en alternance. C'est une grande nouveauté. Pour nous en parler, Odile Prosperi, vous êtes directrice adjointe déléguée à la vie étudiante, responsable de la filière ingénieur agronome, et Thomas Crestet, tu es étudiant ici à Supagro et tu suis justement un programme en alternance. Tu vas nous en parler après, mais peut-être déjà, Odile, si vous pouvez nous expliquer concrètement qu'est-ce que ça signifie aujourd'hui de faire un cycle d'ingénieur en alternance. Bonjour, donc l'année actuelle a été une année test puisque toutes les options n'avaient pas prévu d'ouvrir à l'alternance, mais à partir de la rentrée 2014, toutes les options de 3e année des cursus ingénieur agronome et ingénieur système agricole et agroalimentaire durable pour le Sud vont ouvrir à l'alternance. Donc ça signifie qu'un étudiant signe un contrat avec une entreprise. C'est un contrat de professionnalisation qui dure de 15 à 18 mois. Donc l'étudiant, qui est en fait un salarié, travaille dans l'entreprise pendant toute cette période-là, sauf quand il est en formation dans l'établissement. D'accord, donc j'imagine que c'est un intérêt à la fois pour l'étudiant, pour l'école qui l'accueille et l'entreprise qui est partenaire de ce projet. Je vais laisser Thomas parler pour l'intérêt pour l'étudiant. Oui, mais ce que je ferais ressortir particulièrement, c'est le temps qu'on a en fait sur cette dernière année, qui en fait on a un contrat qui est signé sur 15 mois. Donc c'est vraiment une expérience de moyen terme, hein, vraiment, qui est vraiment un bel atout en fin de cursus pour se lancer autant en matière de développement de réseau qu'en matière vraiment d'expérience et de transfert en tant qu'en compétences école-entreprise. Entendu. Alors peut-être on reviendra avec toi après, tu nous expliqueras plus précisément ce sur quoi tu travailles en alternance, mais on a je crois un reportage qu'on peut regarder ensemble qui nous explique un petit peu cette formation en alternance. Dans le cadre du réseau SAM, on a mis en place un certain nombre de stations météo sur la région Languedoc-Roussillon. Et le travail de Thomas, c'est de mettre en forme ces données pour qu'ils soient à disposition des producteurs de façon simple et directement utilisable. Pour le réseau SAM, il fallait qu'on construise une interface graphique qui soit vraiment le cœur du projet. Et donc on a choisi une entreprise pour réaliser cette interface graphique. Mais les gens qui réalisent une interface graphique, ils ont un métier, et ce métier c'est plus proche de l'informatique. Et nous, on est plus des agronomes, et donc on ne parle pas toujours le même langage. Et donc on a pensé à un étudiant en agrotique parce qu'ils ont une double formation, et nous, ça fait un relais entre nous, agronomes, et les informaticiens, puisque ces jeunes sont formés au double langage. Et ça, pour nous, c'était important parce que c'est un gros projet sur une longue durée, et donc c'est pas seulement un stage. Un stage, ça peut être 6 mois, mais là, c'est beaucoup plus long que ça. Et pour nous, c'était important que cette personne soit impliquée dans ce projet-là. Là, je me rappelle plus comment c'est, mais ils ont rajouté les lignes. C'est la première fois que j'ai encadré un élève ingénieur en alternance, et je vois une grosse différence avec des stagiaires où on a des rapports de maître de stage à stagiaire. Là, c'est des rapports d'échange d'égal à égal, et où c'est beaucoup plus riche. Très bien, des activités très sérieuses, semble-t-il, Thomas. Alors on peut voir peut-être aussi donc l'intérêt pour l'école, pour les partenaires. On a vu effectivement l'intérêt pour toi, Thomas, mais plus globalement. Donc effectivement, le tuteur de stage, le tuteur d'alternance a précisé un certain nombre d'avantages. Il y a d'autres avantages. En fait, l'entreprise peut tester un étudiant pour l'embaucher ultérieurement sur une longue durée. Et il bénéficie d'étudiants qui sont déjà bien formés, très adaptables, puisqu'ils ont déjà un niveau Bac+4. Pour l'école, donc nous on apprécie le fait que les entreprises participent à la formation de l'étudiant, formation par l'action. D'accord. Une question pour Thomas. Comment ça se passe concrètement? Moi je suis étudiant, je veux faire de l'alternance en ingénieur, on t'accompagne, on te donne une liste d'entreprise, on te dit va voir cette personne, ou alors c'est fais comme tu le sens. Explique-nous un peu comment ça se passe. Là c'était la première année, donc c'est vrai que là il y a eu l'information qui a circulé comme quoi c'était possible cette année, c'est arrivé rapidement. Moi j'ai tout de suite dit que j'étais très intéressé, et il y avait un contrat de cette structure-là, le CEHM, qui était sur le coup en fait, en demande d'un stagiaire, et donc là l'école lui a informé qu'il y avait cette possibilité, qu'il a toujours, on va dire, il a tout de suite été intéressé de fait de ce besoin de long terme, quoi. Donc
Donc tu es accompagné, tout, voilà, c'est un beau parcours pour toi, d'accord. Donc en fait, c'était une année test actuellement, mais pour l'année à venir, le système est bien différent, c'est-à-dire qu'on a informé les étudiants dès le mois de décembre, donc une vingtaine d'étudiants se sont déjà manifestés, un premier contrat est signé déjà à l'heure actuelle, d'autres sont en cours de négociation, on pense qu'on en aura une dizaine. Et on retrouve tout sur le site d'Agropop? Oui, on trouve tout sur le site dans la rubrique professionnelle, recruter par alternance. Et donc depuis qu'on a mis sur le site, on a eu un certain nombre d'offres envoyées par des entreprises et donc les étudiants se positionnent sur ces offres. Super. Un grand merci à vous d'être venus. Merci, bonne continuation. À très bientôt. Merci. Formation toujours, direction l'université Paul Valéry qui a ouvert depuis un certain nombre d'années déjà une section préparatoire spécialement pour Sciences Po et les écoles de journalisme. Pour nous en parler, Antoine Copolani, vous êtes professeur des universités, co-directeur de la prépa Sciences Po et école de journalisme. Bonjour à vous. Bonjour. Et également Clément Rouget. Tu es étudiant ou tu as été étudiant dans cette prépa avec, j'ai compris, des résultats plutôt probants. On en reparlera tout de suite après, mais peut-être Antoine, quelques mots sur cette prépa. Comment est-ce qu'elle fonctionne? Qu'est-ce qu'on y apprend? Les voies d'accès? Tout à fait. Ce qu'on y apprend, à préparer les concours, comme vous l'avez rappelé, donc des instituts d'études politiques, donc celui de Paris et puis également les 7 IEP de province, et également les écoles de journalisme. Donc il y a des cours qui sont strictement adaptés à ce genre de préparation. Les voies d'accès, c'est à la fois très simple et compliqué. La seule complication, c'est un logiciel qui s'appelle Ciel 2, qui est le logiciel utilisé pour les inscriptions. C'est sur le site web de Paul Valéry, parfois un peu déroutant, il faut bien le dire. Et sinon, c'est assez simple, puisqu'on a décidé depuis longtemps, comme c'est une préparation à un concours, on n'allait pas sélectionner des gens qui vont être sélectionnés, donc c'est assez ouvert dans la limite du nombre de places disponibles. Il n'y a ni sélection académique et on essaye qu'il n'y ait le moins de sélection financière que possible. D'accord. Et alors, les débouchés qui sont offerts à l'issue de cette année de préparation, donc c'est, j'imagine, l'ensemble des écoles de Sciences Po de France et les écoles de journalisme. Oui, c'est ça. Ça prépare à des concours et donc il est possible d'en passer plusieurs. Il y a plusieurs niveaux. Donc on a deux niveaux. Un niveau 1 qui concerne les étudiants de première année, comme le nom l'indique. Il y a certains concours qui sont spécifiques à ça. Et ensuite, il y a un niveau qu'on appelle 2 et qui correspond aux étudiants de L2 à M2. C'est ouvert européen un peu ou c'est vraiment oui, tout national, à fait. Peut s'inscrire qui le souhaite, sachant qu'encore une fois, c'est une préparation à des concours et donc ça ne délivre pas de diplôme. Et donc, pour répondre à votre question, ça ne délivre pas de CTS. D'accord, très bien. Voilà. D'accord. Alors Clément, tu as suivi justement cette année de prépa avec, on en a parlé tout à l'heure, un brillant résultat puisque tu es admis à Sciences Po à Toulouse et peut-être t'attends d'autres résultats. C'est ça, il y a plusieurs concours et donc j'en ai passé plusieurs. Je vais à Aix demain passer le dernier. Et donc voilà, ça fait un an donc, que je suis en prépa Sciences Po. Et donc pour toi, c'était plus utile de passer par cette école de préparation à l'université que de les tenter seul, directement Oui, c'est un plus indéniable. On a eu beaucoup de conférences sur les thèmes des concours, sur les thèmes spécifiques, des bibliographies. T'es le major de la promo. C'est difficile un peu. Enfin, faut être assidu, faut bosser régulièrement. C'est quand même difficile. Faut se donner pour y arriver. Le fait d'avoir une formation plus la prépa, déjà c'est une charge horaire qui est supérieure à ce qui est normal en fac. Et après, il y a un travail personnel forcément qui est évident derrière. Sinon... D'accord. Alors, dernière petite question. On parle d'une formation, d'une filière IRIS, qui est diplômante cette fois-ci. Qu'est-ce que c'est ? On a créé depuis quelques années, et Clément en faisait partie, justement, comme la prépa Sciences Po, ça ne délivre pas de CTS et pas de diplôme. On a en plus un L, donc une licence, qui est un parcours IRIS, Histoire, Relations internationales et Sciences sociales, dans lequel, comme le nom l'indique, il y a des cours d'histoire, des cours de Sciences Po, d'économie, de droit, et des langues à... Plus large, quoi. Voilà, au niveau, forte dose en tout cas. D'accord. On retrouve les informations sur un site, une adresse ? Oui, tout à fait, c'est simple. Il y a le site de l'UFR3 à Paul Valéry, donc sur Google, UFR3 Paul Valéry, et il y a toutes les références, y compris mon adresse mail. Super, merci beaucoup. Merci à vous. Clément, bon courage pour les derniers concours. Merci, bonne continuation. Merci, à très bientôt. Merci à vous. Donc comme son nom l'indique, Campus Mag-LR est en direct du Languedoc-Roussillon. Languedoc-Roussillon, vous le savez, c'est une grande région viticole, la première région viticole en France.
Il me semblait même que c'était dans le monde, mais enfin on en reparlera. En tout cas, en France, 30% du vignoble est en Languedoc-Roussillon. Donc une des questions qu'on se posait dans cette rubrique formation, c'est comment est-ce qu'on devient œnologue ici à Montpellier. Pour nous en parler, Aude Vernet, vous êtes professeur d'œnologie à l'Institut des hautes études de la vigne et du vin ici à Montpellier-Supagro. Et vous êtes co-responsable d'un programme d'ingénieur agro du master vigne et vin et qui permet l'obtention du diplôme national d'œnologie. Et Cédric Saussier, vous êtes directeur du centre de recherche et de formation en œnologie à l'université Montpellier. Alors peut-être vous pouvez nous expliquer au moins déjà dans un premier temps la filière Supagro qui nous permet de devenir œnologue, comment ça se passe, ça concerne qui, comment on devient effectivement œnologue via Supagro. Alors via Supagro, donc cette formation concerne donc les étudiants ingénieurs agronomes des différentes écoles d'ingénieurs agronomes, hein, pas seulement de Montpellier Supagro. Et donc ça passe après le bac par des classes préparatoires ou par l'obtention d'autres concours qui permettent de rentrer à Supagro. Et donc, ou dans une autre école d'ingénieurs agronomes. Et donc c'est une option qui démarre donc en milieu de cursus ingénieur agronome et qui conduit à l'obtention donc du diplôme d'ingénieur option viticulture œnologie. Et pour l'obtention du DNO, il existe un ensemble de stages et de modules de formation spécifiques supplémentaires. D'accord. Voilà. Alors la vigne et le vin, ici à Montpellier-Supagro, c'est un peu une spécificité de cette école d'agro par rapport à d'autres écoles d'ingénieurs agronomes en France. Donc on connaissait bien cette filière-là. Via l'université, c'était peut-être un peu moins connu. En tout cas, donc à l'UMA, on peut devenir œnologue. Comment ça se passe ? Mais en fait, oui, tout à fait. Donc à l'UMA, on est à la faculté de pharmacie. En fait, c'est pour des raisons historiques. Hein. Depuis assez longtemps, il y avait des pharmaciens qui avaient des compétences en analyse chimique et puis qui rendaient service un peu à leurs voisins ou amis viticulteurs en faisant quelques analyses. Et donc il y a une grande tradition en fait aussi à la faculté de pharmacie d'avoir développé un diplôme. Alors dans notre cas en fait le recrutement ça va être un recrutement après une licence, donc une licence de sciences, plutôt chimie ou biochimie, et puis après le diplôme d'œnologue en 2 ans. Donc on aboutit à une formation bac plus 5. Un petit peu comme un master pro finalement, mais très spécialisé puisque c'est le diplôme national d'œnologie. D'accord, donc l'œnologie et la pharmacie, c'est bien signe que le vin, c'est bon pour la santé. Et donc œnologue, en fait, quand on devient œnologue, finalement, on travaille où ? À part dans les caves Alors, œnologue, évidemment, c'est un petit peu, je dirais, on parlait tout à l'heure de pharmacie, mais c'est aussi un petit peu le médecin du vin. Donc, ça part de la vigne jusqu'au vin. Et pour moi, l'œnologue, c'est un petit peu le médecin généraliste du vin. Il doit connaître un petit peu de tout, du sol, de la vigne, jusqu'à la transformation et même au vieillissement du vin. Donc ça couvre beaucoup de métiers, dans la production bien sûr, mais il y a aussi d'autres métiers dans la commercialisation, l'export, ou des gens qui travaillent dans des sociétés qui proposent des produits pour le vin par exemple. Il y a des prédispositions pour être œnologue, c'est-à-dire qu'on développe le palais, il faut ne pas être fumeur, il faut développer son palais par certaines pratiques ou tout le monde peut être œnologue. Je passe, là, je suis obligé de passer. C'est à l'expert Non, pour la dégustation ça s'apprend. Ouais. Après, il y a des gens qui sont plus sensibles que d'autres, hein, mais ce n'est qu'une partie très faible du métier de l'œnologie quand même. Hein. D'accord. Je tiens à le préciser. Et du coup, on nous a dit, on ne dira pas qui, mais que vous aviez vos vignes ici sur place, vous faites des croisements, vous faites des tests, comment ça se passe ? Ça en fait partie aussi de ce cursus, un petit peu ? Le fait de faire des tests, d'avoir des cépages différents, d'avoir ses vignes, ses propres vignes et d'être dans le terrain ? Ah oui, de toute façon, c'est une formation professionnalisante, je pense que tu vas dire la même chose. Et donc nous, à Montpellier-Supagro, il y a quand même un axe viticulture très fort. D'accord, on peut le déguster ce vin quelque chose si on nous en offre, oui. On a un petit film, c'est ça ? Voilà, absolument. On va voir en reportage effectivement qu'est-ce que c'est la vie d'œnologue. Je suis vigneronne et œnologue sur mon propre domaine. Mon métier d'œnologue consiste à élaborer les meilleurs vins possibles. Chaque parcelle est choisie en fonction du vin qu'on veut faire, donc plus ou moins léger, plus ou moins tannique, plus ou moins corsé. Ensuite, on va suivre tous les jours les parcelles pour choisir les bons traitements au bon moment, sachant que moins on traite, mieux on se porte à la fin. Le choix de la date de vendange, je dirais que c'est la partie technique la plus primordiale pour avoir des vins de qualité. Ensuite, c'est la partie cave où le raisin arrive et là en tant qu'œnologue, je transforme le raisin en vin. La deuxième partie importante de ce métier, c'est partager la dégustation avec la clientèle, puisque faire le vin c'est une chose, mais ensuite il faut le vendre. Donc déjà la première chose, vous pouvez observer cette couleur très soutenue,
Les reflets violines. Beaucoup de gens ne savent pas boire le vin, ne savent pas apprécier le vin, mais si on leur en parle, si on leur explique, si on leur fait sentir, si on leur fait goûter, les gens achètent avec plaisir parce qu'ils connaissent le produit. Les principales qualités pour exercer ce métier, c'est avant tout une bonne connaissance en biochimie, c'est-à-dire qu'on va à la vigne déguster, mais on fait faire des analyses de mou ou de vin. On a besoin de savoir lire les résultats pour les comprendre, les interpréter et mettre en œuvre les solutions nécessaires derrière. La qualité indispensable, c'est aussi l'odorat. Il faut être capable d'analyser un vin. Donc pour ça, il faut le sentir, le décortiquer, le goûter. Tout le monde a une capacité à faire ça, mais ça demande beaucoup de travail pour la perfectionner et lui donner de la technicité pour être un bon œnologue. Ça donne envie, hein? Eh ben oui, ben voilà, justement, on a trouvé ce fameux domaine du chapitre, le vin d'ici, de l'INRA et de Supagro. Madame Vernet, ce vin alors, vous pouvez nous le décrire? Donc c'est un vin de cépage Caladoc, qui est un nouveau cépage, et bon, c'est un vin qui est assez... Vous le décrire, je ne l'ai pas dégusté depuis longtemps, donc je ne me rappelle plus très bien. Donc ça, il s'agit d'un vin rosé qui est décrit comme rond et ample. Il est effectivement avec énormément de corps, et voilà. On va le déguster, puis au prochain Campus Mag, on vous dira comment il était. Merci beaucoup en tout cas d'être venu sur le plateau. Merci à vous. Merci. Et à très bientôt. Allez, désormais les questions de vie étudiante. Pour ça, évidemment, place à la jeunesse triomphante, Julien. Merci beaucoup, Damien. Donc, on accueille sur le plateau Jean-Bernard Louis de l'association La Gamme de l'Université Montpellier 3. Exactement. Alors, est-ce que tu peux nous en parler et nous dire un petit peu ce que tu fais et qu'est-ce qui se passe dans cette association? Oui. Donc, l'association La Gamme a été créée en 2010. C'est la grande association montpelliéraine musicale et événementielle. Elle a pour but principal, en fait, la promotion des jeunes talents locaux. D'accord. C'est un peu la nouvelle star de Montpellier, on peut dire ça, non? Non, j'ai envie de dire carrément non. mais en fait, voilà, on est surtout sur l'appui, la diffusion des groupes, leur proposer des scènes, différents événements. Comme, en fait, on propose par exemple les projections qui sont des soirées à thème où on projette un film sur une thématique musicale et un concert qui suit sur la même thématique musicale. On peut travailler avec d'autres structures aussi? On travaille avec d'autres structures. Donc, par exemple, dans le cas du tremplin Onden Live qu'on a fait l'année dernière, on était en partenariat avec le laboratoire artistique de la Maison pour tous et Léo Lagrange. Et donc on continue ce partenariat, même si cette année on n'a pas fait le tremplin, on le remonte pour l'année prochaine. Je pense que ça va être un tremplin qu'on va faire tous les 2 ans. Voilà, c'est pour but faire la promotion d'un groupe avec enregistrement pro à la clé, diffusion de 1000 exemplaires de leur CD, etc. Accès à différents festivals comme les Internationales de la guitare. Le groupe en référence c'est Bandseed qui a gagné l'année dernière. Et du coup ils ont joué donc, pour le festival des Internationales de la guitare. Et vous avez là je crois un événement fin mai avec concert, projection. Exactement, donc c'est notre dernier événement de l'année, donc c'est dans le cadre des projections, donc ce cadre-là, projection d'un film plus concert, donc ce sera sur le sound system, avec la diffusion du film Babylone de Franco Rossi, donc qui raconte plus ou moins l'histoire du sound system en Angleterre, avec le retour des Jamaïcains vers la métropole, puisqu'à l'époque c'était un état indépendant, et donc de la musique donc sound system, reggae, et le concert ça sera Salomon Heritage. Voilà, donc ancré dans la scène montpelliéraine avec le chanteur anglais Ras Tweed. D'accord, et ça se passe le 28 mai, c'est ça? 28 mai. À 19h pour le film à la salle Jean Moulin de l'université Paul Valéry, donc dans la maison des étudiants. Dans l'UM3, c'est ça. Paul et Valéry. Du coup, moi j'ai une dernière petite question. Oui. Il y a quelques musiciens parmi Campus Mag. On va faire un petit after aussi musique aujourd'hui pour le coup. Si on a envie de postuler, si on a envie de se dire allez, on fait un petit groupe Campus Mag et on veut participer pour les nouveaux talents, ça marche? Justement, en fait, donc on a un site internet, lagamme.fr, très simple, avec sur lequel il y a directement un onglet pour nous contacter, proposer ce que vous faites, la formation, d'où vous sortez, la musique. C'est ouvert à tous, reprises, compos, tout ce qu'on veut? Nous, on est plutôt quand même dans la promotion de l'artistique, de l'originalité, la création, donc plutôt dans la composition. Après, on n'est pas bloqué là-dessus parce qu'on peut très bien faire de la reprise en apportant carrément son grain artistique, notamment en jazz, etc. Et donc, et la gamme, voilà, c'est un point fort de la gamme, c'est qu'on est vraiment ouvert sur tous les types de musique. On est passé par le reggae, le jazz, le classique, le sound system, le rock, le métal. On fait absolument tout. Donc tu restes avec nous après pour le côté musical, tu nous diras ce que tu en penses. J'espère bien. Merci beaucoup Jean-Bernard d'être venu sur le plateau. Merci. Et à très bientôt. Merci.
Alors on le sait, enfin en tout cas pour ceux qui sont passés les études de pharmacie, de médecine, c'est toujours très très compliqué, notamment la première année qui est extrêmement sélective. Et les étudiants ont mis en place un tutorat, c'est une très bonne idée pour aider justement les premières années. C'est ça, toujours dans la vie étudiante, il y a le tutorat qui s'appelle tutorat PACES. Alors est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu, Florence, qu'est-ce que c'est, en quoi ça consiste et comment on peut être tuteur un petit peu ? Alors le tutorat PACES, c'est un tutorat d'abord qui est gratuit, qu'on a mis en place un peu parce qu'il y a eu des prépas privés qui sont développés, parce qu'il faut savoir que ce concours est très sélectif. Au dernier chiffre, il y avait 2600 étudiants, 500 places en tout, toutes filières confondues, donc médecine, maïeutique, sage-femme, dentaire et pharmacie. Donc le tutorat, c'est quoi? C'est prendre un étudiant sous son aile et l'aider non, pas dans vraiment. ses études Alors en fait, les tuteurs, c'est 263 étudiants de 2e ou 3e année de pharmacie qui vont être sélectionnés par des professeurs qui vont être répartis sur 3 sites. Le site de l'UFR de médecine à Nîmes, le site de l'Institut de biologie à Montpellier, le site de pharmacie également à Montpellier, et qui vont organiser des séances de TD. Donc une trentaine d'étudiants de première année et 3 tuteurs dans chaque matière qui vont reprendre des points de cours, approfondir certaines choses. Il y a un tuteur pour 10 étudiants à peu près, c'est ça oui, le prorata? Oui, c'est ça. Donc c'est quand même assez c'est du travail resserré un peu. C'est du travail resserré, on est très très proche des étudiants parce que la première année est une année très compliquée. Nous on est passé par là, on sait très bien ce que c'est, on sait par quoi ils passent. Donc on est apte à faire ça, on est en relation étroite avec les professeurs. Donc on sait quels points sont importants à développer ou autre. Et donc vous êtes vous-même, j'imagine, tutrice. Oui. Et qu'est-ce que vous en retirez? Ça vous permet de réapprendre à nouveau, d'aider? Vous aviez été aidé vous aussi? Oui, alors moi en première année j'ai bénéficié de cette aide qui est primordiale à mon sens. Parce que on sort du lycée, on n'est pas du tout préparé à ces conditions et donc ces gens sont là pour nous aider. On aide les autres, on en tire quelque chose. Enfin, une fois qu'on a été aidé, on a envie d'aider les gens aussi. C'est vraiment bien. Comment on devient tuteur? C'est-à-dire, il y a des qualités à avoir pour être tuteur, souriant? Oui. Je sais pas. Il faut déjà, on est sélectionné en fonction de notre classement, donc il faut qu'on soit bien arrivé. Et ensuite, on passe des oraux d'entretien avec les professeurs pour voir si on est à l'aise à l'oral. Et ensuite, on suit des formations quand même pour tout ça. Alors, est-ce que c'est éventuellement un plus aussi en termes de cursus? Est-ce que c'est valoriser le fait d'avoir été tuteur? Vous gagnez des points? Oui, alors la première fois, on est tuteur sur 2 ans, la deuxième et la troisième année de nos études. Là, sur la première année, on est tuteur, on va valider des options en fait, donc on aura des matières en moins à passer. Et sur la deuxième année, on est salarié de la faculté. Il y a un événement en juin, apparemment. Oui, alors en fait, il y a 3 associations locales donc sur chaque site, comme je vous l'ai dit, et il y a l'association de la Fête qui est une association qui est là pour coordonner les 3 sites, en fait, parce que forcément entre 3 équipes, il y a toujours des frictions ou autre. Donc nous, on est là pour coordonner, et cette journée en juin, c'est pour remercier les tuteurs et finir cette expérience humaine particulière sur une note positive. D'accord. On retrouve les informations sur un site. Il y a une adresse particulière pour tout retrouver, un contact, un sur numéro. le site de la Fed, il y a tous les contacts, en fait, donc lafed.fr. Où il y a tous les contacts. C'est toi qu'il faut contacter? Oui, c'est moi qui gère l'adresse mail. D'accord, ok. Qui contacte, voilà. Super. Merci et bon courage pour la suite. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir. Merci. Toujours dans la rubrique étudiante, on est avec le Crous de Montpellier, avec Hélène Blanc-Santelli. Bonjour. Et avec Christiane Archer. Bonjour. Alors Christiane, on nous parle de court séjour. Qu'est-ce que c'est un court séjour au Crous? Je tiens quand même à faire dans un premier temps un petit rappel en expliquant que le Crous loge quand même les étudiants à l'année qui ont constitué un dossier social étudiant. Ça veut dire demande de bourse et de logement. Dans notre académie, notamment donc pour les villes de Montpellier, Nîmes et Perpignan. Et nous accueillons également les étudiants internationaux. Donc aujourd'hui, nous allons parler du logement temporaire au court séjour. Effectivement, ce sont des logements proposés aux étudiants sur une période allant de janvier à août. Donc ce sont des étudiants qui font des stages dans le cadre de leurs études, de notre académie ou qui viennent d'ailleurs. Des formateurs, des enseignants, des chercheurs. Nous élargissons dans cette période un petit peu notre public et nous allons même jusqu'au contrat de travailleurs saisonniers. Donc ils sont ravis d'avoir des logements avec des tarifs intéressants. Oui, il y a beaucoup de demandes. Handicap qui demandent voilà. Alors beaucoup de demandes jusqu'à la saison estivale, surtout juin, juillet, août. Et donc c'est très facile de postuler pour ce genre de logement par mail, par courrier, par téléphone. Vous avez beaucoup de place, beaucoup de logements
logement? Oui, parce qu'à partir de janvier, effectivement, les étudiants qui sont à Montpellier partent eux aussi en stage ou arrêtent les études, enfin, X raisons. Il y a des logements qui deviennent vacants, effectivement. D'accord. Donc, super. Oui. Et alors, une autre initiative aussi qui est menée par le Crous, Hélène, je crois, vous menez plus particulièrement cette initiative, de proposer des logements adaptés pour les personnes handicapées. Donc, de quoi s'agit-il exactement? Alors, tout à fait, dans le même esprit que les universités aussi se mettent aux normes, tout simplement, pour rendre accessibles les bâtiments à un public qui soit assez large, en fait, parce qu'on dit qu'on accompagne les étudiants en général, donc c'est vraiment tous les étudiants, et les étudiants en situation de handicap ne doivent pas être mis à l'écart. Donc nous, on mène vraiment une politique de réhabilitation et de modernisation et de remise aux normes, tout simplement, de nos cités et de nos résidences universitaires. Donc ça passe tout simplement par des phases de travaux pour mettre les logements aux normes d'accessibilité afin que les étudiants puissent accéder non seulement à des logements qui soient pratiques, on va dire, pour leur vie quotidienne, qui répondent à leurs besoins spécifiques puisque c'est le cas de ces étudiants, et qu'ils aient accès aussi à tous les parties communes, les salles de danse, de vidéo, enfin toutes les parties communes où il se passe des activités avec les autres résidents. Il y a différents degrés de handicap, c'est-à-dire que si, admettons, moi je me suis cassé la cheville et j'ai 3 semaines d'attel, je peux demander une chambre pour un mois parce que je peux plus conduire? Alors, sur le principe strict du logement aux normes d'accessibilité, on demande qu'il y ait une reconnaissance handicap, donc une reconnaissance par la MDPH. Après, dans des cas particuliers qu'on appellera cas médicaux, on étudie le dossier donc avec un référent du Crous et on regarde le besoin spécifique. Bien sûr que si un jeune a besoin d'un logement qui soit plus proche de sa fac pour ce type de raison, c'est possible. Bien sûr qu'on prend en compte sa demande, bien sûr. D'accord, super. Parfait, écoutez mesdames, merci beaucoup. Merci à vous. Page internationale à présent et Supagro oblige, et priorité à cette deuxième édition du campus d'été langue et culture qui se déroulera du 1er juillet au 29 août de cet été 2014, organisé donc par Montpellier Supagro. Daniel Montagnac, vous êtes enseignante à Supagro. Wesley, tu es étudiant ici, brésilien à Supagro. Et on en reparlera tout à l'heure, tu as participé au campus d'été l'an dernier. Et puis Salia Ouldirou, vous êtes enseignante de français langue étrangère ici à Supagro. Daniel, finalement ce campus, à qui est-ce qu'il s'adresse exactement et quelle en est l'utilité? Donc je rappelle, de langue et de culture pour des étudiants étrangers. Ce campus s'adresse en 2014 aux étudiants étrangers de toute nationalité, mais en préambule, je tiens à rappeler que l'édition 2013 s'adressait essentiellement à des étudiants brésiliens, puisque Montpellier Supagro a une coopération avec le Brésil très importante qui permet d'accueillir une vingtaine d'étudiants brésiliens tous les ans, et de l'autre côté nous envoyons à peu près une vingtaine également d'étudiants français en mobilité au Brésil. Donc ce campus en 2013 s'adressait en priorité aux étudiants brésiliens des universités partenaires qui venaient suivre une année d'études à Montpellier Supagro. Ce sont que des ingénieurs? Alors essentiellement là, pour Montpellier Supagro, ce sont des ingénieurs qui vont suivre le campus, enfin nos cursus d'ingénieurs en agronomie, mais par ailleurs, notre coopération avec le Brésil repose sur des partenariats avec différents établissements français, qu'ils soient les grandes écoles d'ingénieurs régionales comme l'École nationale supérieure de chimie, l'École des mines d'Alès, et par ailleurs au niveau national, les grandes écoles d'ingénieurs en agronomie comme AgroParisTech, l'École nationale supérieure d'agronomie de Toulouse, l'ENGES, et les grandes écoles vétérinaires, Maison Alfort, Lyon et Toulouse, qui nous ont envoyé leurs étudiants. Donc voilà, à peu près 80-85 étudiants accueillis en 2013, et certainement plus en 2014. Parfait. Et donc Wesley, vous parliez des étudiants brésiliens, et donc Wesley, tu as donc participé l'an dernier à ce campus d'été langue et culture. Comment ça s'est passé? Intéressant, des bonnes rencontres? Ouais, très intéressant. On visitait beaucoup de villes françaises pour connaître les coutumes françaises, qu'on ne connaît pas parce que on ne connaît pas tout. On connaît un peu des coutumes françaises, mais ici on a approfondi un peu sur les coutumes. Les choses particulières françaises, les Nîmes et Carcassonne, sont deux exemples très forts parce qu'on vient des arènes et des châteaux à Carcassonne et des arènes à Nîmes. Vous visitez tous les lieux touristiques d'ici, vous faites des soirées aussi, ça rencontre des gens, un melting pot un petit peu. Oui. Les étudiants, c'est aussi la fête, faut pas l'oublier. Ouais, bien sûr, on fait un peu de la fête. Un peu. On peut. Pas
trop. On voit des belles images du campus de l'an dernier, le pont du Gard. Alors, ça lie à l'aspect culturel de ce campus d'été pour une prof de langue. En fait, qu'est-ce que ça apporte de plus? C'est en fait indispensable de l'apprentissage d'une langue. En fait, quand on apprend une langue, on apprend aussi la culture du pays. Donc, c'est normal de faire en fait un pont entre les deux. Il y a l'objectif qu'ils s'améliorent en français, que les étudiants puissent intégrer les écoles, participer avec les autres étudiants, mais aussi connaître le pays en fait où ils vont passer une année scolaire et connaître les particularités de la culture française, aussi gastronomique, cinéma, chansons, toutes ces choses. Alors la matière, le point d'orgue du campus de cet été, ce sera c'est-à-dire culturel. Culturel. Non, on essaye vraiment de faire tous les points les plus importants en fait de la vie française pour qu'ils puissent vraiment connaître, que ce soit gastronomie, au cinéma, en fait, voilà tout ce qui. Un site internet où on peut retrouver des informations, une adresse. Il est en création. Alors, le site internet est en création. En création, voilà. Bientôt. On le donne au prochain Campus Mag. Tout à fait. Parfait. Merci à vous et on vous souhaite un bon campus d'été. Merci. Merci beaucoup. Insertion professionnelle avec la fondation Supagro. Supagro s'est doté depuis 2009 d'une fondation pour promouvoir un petit peu les activités et développer les activités qui sont menées ici à Supagro. Éléonore Béchaud, vous êtes responsable du partenariat Supagro et donc responsable en particulier de cette fondation. Mathieu Vézol, tu es chargé de mission dans cette fondation. Et Adama, tu es étudiant ici à Supagro, tu bénéficies d'une bourse, on en reparlera tout à l'heure. Mais peut-être Éléonore nous expliquer un petit peu cette fondation, quels sont un peu les fondements de son existence, historiquement, d'où est-ce qu'elle vient, et puis ses objectifs, ses grands objectifs. Oui, en premier lieu, je dirais que la fondation s'inscrit pleinement dans la relation école-entreprise, donc qui est une caractéristique forte des écoles d'ingénieurs, pour rendre professionnalisantes nos formations, donc avec des stages, des interventions de professionnels, des projets commandités par des professionnels, favoriser l'insertion professionnelle en répondant aux demandes de recrutement des professionnels, et puis aussi travailler sur le transfert de nos recherches, nos résultats de recherche en faveur de l'innovation et du développement économique. C'est quoi la différence entre une fondation et une chaire, puisque il y a des similitudes, Alors en 2007, la loi permet aux universités, aux grands établissements de créer des fondations universitaires. Donc notre directeur de l'époque a saisi cette opportunité pour vraiment justement sortir de la relation bilatérale entre certains anciens chercheurs et des professionnels et structurer ces partenariats, leur donner une grande ampleur, avoir une vision stratégique de ces partenariats. Voilà, école-entreprise, vraiment c'était cela. Donc ça c'est un petit peu le cadre qui va structurer, qui est au service du partenariat. Et après la chaire c'est l'un des projets parmi d'autres que vous proposeront Mathieu. Et que nous expliquerons après aussi Jacques Véry et Isabelle Massaï. Mais Mathieu, peut-être les missions un peu emblématiques de cette fondation. Donc bien sûr la fondation soutient différents projets dans différentes catégories et donc par exemple elle soutient des colloques, des conférences sur différents thèmes, le vin, la commercialisation des vins, les agrotechnologies, aussi par exemple comme on le verra la chaire Agro6 qui est soutenue, qui a été accompagnée par la fondation, d'autres types de projets qui ont déjà été évoqués dans le Campus Mag LR, le concours Graines d'Agro qui arrive à sa 6e édition et qui est soutenu par la fondation. Donc ça c'est vraiment pour favoriser la créativité, l'entrepreneuriat chez les étudiants. Aussi, après, il y a toute une partie de projets qui renforcent l'ouverture sociale de l'établissement de Montpellier Supagro, qui sont toute la partie égalité des chances, avec un fonds d'action sociale, le FAS, qui sont des bourses ponctuelles d'urgence pour des étudiants en grande difficulté financière. Et on a un deuxième projet de ce type qui sont les bourses internationales d'excellence, donc qui vraiment sont pour des étudiants motivés qui souhaitent venir étudier à Montpellier Supagro, qui ont un bon niveau académique, mais qui n'ont pas les moyens de financer leur mobilité et de venir étudier à Supagro. Donc ces bourses vraiment favorisent l'arrivée de ces étudiants sur le campus. Mathieu, on a l'impression, vous êtes très commercial, vous êtes très speed, il y a ce côté entreprenant, vous avez envie de faire des choses, il se passe des choses, c'est important, on a l'impression que ça bouge un peu quand même. Alors moi je donnerai des chiffres clés, parce que c'est pas la peine de grands discours. Plus d'1 million d'euros de dons versés, collectés par la Fondation.
plus de 140 donateurs, 11 entreprises qui ont également sont donateurs et 7 entreprises fondatrices. Donc voilà, c'est le fruit de... Voilà, il y a une vraie dynamique. Chez vous, ça sent le dynamisme. Et donc on parlait fondation, on parlait bourse justement pour des étudiants méritants, vraisemblablement. Donc Adama, tu en es, Adama Sey, tu bénéficies d'une bourse. Moi je te croise dans les couloirs de l'Institut des régions chaudes où tu étudies. Alors bénéficier d'une bourse, finalement ça t'a permis donc de venir étudier à Supagro, ce qui n'aurait pas forcément été possible. Tout à fait, je vais un peu revenir sur mon cursus parce que j'ai fait un bac S et je suis venu en France pour faire des études en agronomie. J'ai fait un BTS en agronomie production végétale en Vendée. Et lorsque j'ai été admis à Montpellier Supagro, la grande question c'était le financement. J'ai hésité même à venir parce que je ne pouvais pas supporter le coût de la formation. Mes parents, je ne bénéficie pas de bourse de mon pays et donc exclusivement l'aide de mes parents, et plus on va, plus les études sont chères, c'était difficile. Du coup, lorsque j'ai bénéficié la bourse de la fondation Supagro, ça m'a permis de financer ma formation et d'évoluer sur mon projet professionnel. J'en profite pour saluer cette initiative et pour les remercier vraiment. C'est une très belle opportunité pour nous. On sent une belle aventure. Hein. Parfait. Et bonne réussite dans ces études. Un site internet, on retrouve. Merci à vous. Une adresse. C'est le site, c'est www.supagro.fr/fondation. Pour retrouver toutes les informations. Super. Merci beaucoup. Merci. Bien, Montpellier Supagro a créé sa toute nouvelle chaire d'entreprise agrociste pour l'ingénierie pour des agrosystèmes durables. C'est une toute nouvelle chaire d'entreprise qui s'est créée ici à Supagro. Avec nous pour parler de cette toute nouvelle chaire, donc Isabelle Massaï, vous êtes animatrice donc de cette chaire d'entreprise AgroSys, et Jacques Véry qui est responsable de la chaire d'entreprise. Vous êtes professeur d'agronomie ici à Montpellier Supagro. Peut-être Isabelle, quelques mots pour nous présenter un peu dans les grandes lignes les objectifs, le rôle d'une telle chaire dans une école comme Supagro. Oui, en fait cette chaire donc, a été lancée en février et vraiment elle est centrée sur les actions, sur la conception des systèmes agricoles durables. Alors qu'est-ce qu'on entend par système agricole durable? C'est vraiment des systèmes dits productifs, rentables et qui vont répondre aux exigences des filières agroalimentaires. Voilà, et évidemment dans un respect de l'environnement et des territoires. Voilà. D'accord. Alors la spécificité, c'est que c'est une chaire d'entreprise, donc c'est des partenaires privés. Tout à fait. Voilà, vraiment ce qui fait son caractère un peu unique, c'est qu'elle associe vraiment des acteurs et des entreprises de secteurs complètement différents. On a par exemple à la fois des entreprises qui sont en relation directe avec les agriculteurs. Hein. On a par exemple Bayer, BASF et le réseau de négoces agricoles, Négoce Expansion, qui vont être vraiment intéressés et préoccupés par tout ce qui est lié à l'accompagnement et le conseil aux agriculteurs. On a également, pour le lien à la production agricole, le groupe Advini, qui réunit des vignobles et des négociants en vin. Parce que la conception de système agricole durable ne peut pas se faire sans le lien au territoire, on a la Société du Canal de Provence, qui, elle, aborde les thématiques par l'approche territoriale de la qualité de l'eau. Jacques, j'ai une petite question. On parle de chaire, mais en fait une chaire c'est quoi? Ça aide les étudiants à faire des projets, ça donne des cours, des conférences, on donne de l'argent. Qu'est-ce qui se passe en fait? C'est quoi une chaire? Alors, l'objectif global, c'est d'aider à la formation des étudiants, mais aussi de rendre cette formation acteur de la mutation de l'agriculture, etc. Donc, la chaire est là pour à la fois créer de l'interdisciplinarité, parce que parler du durable, ça veut dire mobiliser beaucoup de disciplines. Donc, on mobilise toutes les spécialisations de l'école. Ça veut voir dire plein de choses, aller voir des événements, mettre en etc. situation, dans des situations réelles d'ingénierie, avec des entreprises, dans des territoires. Et ça veut dire aussi les former aux méthodes d'analyse des systèmes, de conception de systèmes. Donc l'implication des étudiants est à tous les niveaux et se fait à la fois... Ils organisent, ils suivent, ils s'instruisent. Ça prend différentes formes. Etc. Ils peuvent être un bureau d'études qui vient travailler sur un projet. Ils peuvent être en stage, en formation. On a aussi l'ambition de monter des bourses CIFRE, enfin d'aider aussi. En tout cas, tout ce qui permet d'exposer davantage ces étudiants à l'entreprise et de rapprocher davantage l'entreprise du monde universitaire. Ouais, alors moi, je serais évidemment à titre
personnel évidemment intéressé par suivre l'évolution de vos activités, parce que bon, en l'occurrence, animer Campus Magalère, c'est pas ce qui me fait vivre. Au quotidien, tous les jours, moi je m'occupe d'une chaire UNESCO ici aussi à Supagro, Alimentation du Monde. Donc on sera évidemment attentif au développement, et je crois que justement vous lancez très rapidement vos activités avec un événement inaugural à venir. Tout à fait. Voilà, on démarre et on a une conférence inaugurale donc le 23 juin prochain et qui se passera ici sur le campus à l'Amphi L'Amour. Et vraiment, bon, en gros, hein, les 3 temps forts, on expliquera vraiment les fondements de la chaire avec à la fois les représentants de l'école et des entreprises. Puis, on rentrera dans le détail quand même des thématiques et des groupes des actions de... Un site internet, on peut retrouver tout ça sur un site, une adresse sur le site de la Fondation, on a une rubrique chaire d'entreprise où on va effectivement relayer toutes ces infos-là. Super. Eh ben, longue vie à cette nouvelle chaire. Merci beaucoup, à très bientôt. Recherche à présent, et l'université Paul Valéry qui a créé un dispositif d'accueil et de suivi des doctorants durant leurs 3 années d'études. On regarde en images comment ça se passe. L'école doctorale 58, ça veut dire 12 unités de recherche. Le domaine de l'école doctorale 58, c'est LLA, SHS, donc lettres, langues, arts, sciences humaines et sociales. C'est une école qui est hébergée par le collège doctoral, Sud de France, Montpellier, Perpignan. Et l'école doctorale est une grosse école doctorale. Elle accueille quelque chose comme un peu moins de 500 étudiants, et ce qui est assez considérable. Vous êtes vraiment les bienvenus aujourd'hui pour cette journée d'accueil des étudiants de première année, doctorants de première année de l'école doctorale 58. C'est un enseignement qui se déroule sur 12 semaines dans des ateliers thématiques de 2 heures chacun. Des formations qui ont un petit astérisque, ce sont justement des formations que vous pouvez choisir selon votre année d'instruction dans votre école doctorale et qui sont dispensées par le collège. C'est une journée, je pense, qui est importante pour les doctorants parce qu'ils ont d'une part une obligation d'obtenir des crédits pour obtenir leur thèse, mais par ailleurs, cette obligation est également une nécessité pour eux parce qu'il y a un certain nombre de disciplines qui ne sont pas forcément la leur, dans lesquelles ils ont besoin ou éventuellement envie d'être formés. Cette journée, c'est assez important parce que ça permet de faire une première rencontre avec tous les autres doctorants de la promo, en fait. Donc ça permet d'échanger avec des gens qui ne sont pas forcément dans le même labo, qui ne font pas les mêmes choses. Les enjeux de la journée d'accueil d'aujourd'hui, ils sont essentiels. C'est à peu près le premier contact avec le lieu, souvent, avec la structure, avec le personnel. Donc aujourd'hui, ils ont eu accès à une description générale des objectifs de l'ED. Ils ont pu se situer par rapport à leur équipe, par rapport à leur école, par rapport au collège. Ils ont pu se familiariser avec les objectifs, qui étaient des objectifs de formation, parce que c'est de formation qu'on a parlé essentiellement. Et ils ont pu, ce faisant, s'approprier de manière très très concrète, d'une part la maquette des formations de l'école doctorale, mais aussi les modalités d'inscription et de suivi de ces formations. Ils ont pu également rencontrer les intervenants, ils ont pu poser des questions, et je crois qu'ils ont pu se rendre compte que leur recherche allait être une recherche qui serait à des tas d'égards une recherche individuelle, mais à des tas d'égards également une collaboration avec des partenaires dans l'école doctorale, mais aussi dans leur équipe. Je suis Adeline Arniac, doctorante en première année en littérature britannique. Je travaille sur le théâtre de Harold Pinter. Je suis contente d'être là aujourd'hui à la journée d'accueil puisqu'en fait le travail que j'ai fait pour l'instant, je trouve que c'est très solitaire en fait. Aussi, c'est un peu confus tout ce qui est école doctorale, labo, on ne sait pas forcément où se situer. Je m'appelle Marjolaine, je suis en première année de doctorat sciences de l'éducation. J'ai fait des recherches sur la mixité dans l'esthétique, puisqu'en fait, j'ai pas du tout de cursus universitaire à la base. Le fait d'avoir des interlocuteurs nous permet quand même d'avoir certaines réponses, de nous aiguiller. Personnellement, je pense que ça va beaucoup m'aider, puisque effectivement, sur les recherches bibliographiques, des choses comme ça me paraît assez intéressant pour des personnes comme moi qui n'ont pas de cursus universitaire classique. Après, on verra l'usage.
Présenter sa thèse en 3 minutes chrono, c'est possible. Un défi à relever, ce sera le 26 mai 2014 pour la finale régionale du concours international Ma thèse en 180 secondes. C'est organisé par le Presse. En 180 secondes, on peut. Regardez un film en accéléré. C'est dommage, on comprend rien. En 180 secondes, on peut. Nager 50 mètres en marche arrière. Oui, mais c'est très dur. En 180 secondes, on peut. Tenter de séduire. En 180 secondes, on peut. Chercher le bon geste, mais sans bouger. On peut aussi. Le corps humain est bien fait, il existe. En tout cas, on a 180 secondes de temps. Le but de ma thèse est donc de présenter sa thèse. Non. Si. On prend un doctorant, on le plonge dans un bain de stress et on voit ce qu'il en sort normalement du génie. C'est une expérience nouvelle Et enrichissante. On est filmé, chronométré, très intimidant, Trépidant. excitant. Alors venez nous voir le 26 mai À 16h30. à l'Institut de botanique de Montpellier. Monsieur, là, vous pouvez pas passer, là? Je vais me gêner, là. Et c'est vous qui avez écrit le scénario, là? Et donc, on se dirige tout droit dans les forêts amazoniennes, dans la forêt amazonienne en Guyane, où, paraît-il, une nouvelle espèce d'opossum a été découverte. François Katseflis, vous êtes chercheur au CNRS. Qu'est-ce que c'est que cette nouvelle espèce? Enfin, d'abord, qu'est-ce que c'est que cet animal? Bonjour. Alors, c'est le moment de dire la vérité. C'est pas moi qui ai trouvé cette nouvelle espèce d'opossum. C'est la chouette effraye. La chouette effraye qui, vers le village de Sinamari, là où les Russes lancent leur fusée Soyouz, là où il y a plein de savanes, a ramené toutes ses proies. Et c'est en examinant les pelotes de réjection qu'on a trouvé un nouvel opossum, un minuscule petit opossum inconnu de la science. Alors c'est marrant parce qu'à notre époque, on s'imagine pas en fait qu'il y a des espèces qui sont pas encore découvertes avec toutes les technologies qu'on a. Il y a beaucoup d'espèces qui sont encore comme ça supposées ne pas. On a un peu une idée approximative. On commence à avoir même d'assez bonnes idées. On a du bon recul, par exemple pour les mammifères. Donc nous autres, on découvre environ 15 nouvelles espèces par an, mais pas toutes dans la nature. Hein. Nous, notre opossum, on l'a trouvé dans la nature. Sinon, il y a des espèces qu'on découvre dans les tiroirs des musées ou au laboratoire en biologie moléculaire. D'accord. Donc on voit des images de ce fameux opossum. Donc c'est un petit marsupio, si j'ai bien compris. Marsupial au singulier. Pardon. Oui. Oui. Alors bon, c'est pas lui, hein, mais là défilent les images des différentes espèces de marsupiaux au pluriel de Guyane française. Qui ont donc une poche marsupiale. Seulement les grandes espèces ont une poche marsupiale. Seulement les 3 grandes ont une poche dans laquelle il y a les larves. Hein. Mais il y a 15 espèces en Guyane. La plupart des espèces, 10 sur 15, n'ont pas de poche. Les larves s'accrochent du mieux qu'elles peuvent avec leurs griffes sur le pelage de la femelle. Alors c'est tout mimi, c'est tout petit, on a envie d'en avoir un à la maison, ça donne envie, mais comment on fait pour les protéger? Parce que finalement, est-ce qu'ils sont en voie de disparition? Est-ce qu'on les a découverts, mais est-ce qu'ils vont bientôt, est-ce que leur habitat est un petit peu en voie d'extinction? Alors on est très content d'avoir trouvé cette nouvelle espèce d'opossum l'année dernière parce qu'elle vit dans les savanes, dans les pures savanes herbacées. Et les savanes en Guyane française, c'est un peu moins de 5% de la superficie de toute la Guyane, donc c'est un milieu rare, et c'est un milieu qui diminue comme peau de chagrin d'année en année à cause de toutes les activités humaines. Alors il n'y a pas que les Russes ou les Européens qui augmentent leur pas de tir, mais il y a aussi toutes les communes qui souhaitent augmenter le nombre de routes, de pistes, d'immeubles. Donc on est content que ce petit nouveau opossum puisse nous servir d'outil de protection de savane. D'accord. Il y a un site, adopteunopossum.com, non, ça existe? Non. Peut-être bientôt. Non, mais vous pourriez aller sur le site de l'association Quata, qui est une association guyanaise pour l'étude de la protection des mammifères.
Très bien. Parfait. Bah, merci à vous. Un plaisir. Et bonne continuation dans ces recherches. Avec plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Marcel Bernoux est chercheur à l'Institut de recherche pour le développement. Sa spécialité, c'est l'agriculture et les sols, et notamment leur place dans les grandes négociations internationales. Justement, il est parti à Addis Abeba en Éthiopie négocier sur ces sujets. Donc il nous laisse quelques images pour comprendre ce sur quoi il travaille. L'agriculture va être au cœur de l'agenda en 2014 à Montpellier. En particulier, au milieu de cette année, tout début juin, il va y avoir une rencontre sur l'agriculture familiale et la recherche, rencontre internationale, co-organisée par les différents laboratoires et instituts de recherche présents sur la place de Montpellier, mais avec de nombreux acteurs internationaux. Cette rencontre internationale fait écho à la déclaration par les Nations Unies de l'année internationale de l'agriculture familiale pour 2014. Tout ça, on pourrait le replacer dans un contexte beaucoup plus large, où on pourrait remonter en fait à 1992 avec la conférence de Rio, qui a vu l'émergence de différentes conventions internationales, une sur le climat, une sur la désertification et une sur la biodiversité. Et je dirais qu'en 1992 jusqu'à 2008, il s'est passé très peu de choses sur l'agriculture, qui était peut-être un peu le parent pauvre des négociations, en tout cas pour la négociation climat. Donc il y a plusieurs raisons, mais la raison essentielle, c'est que dès qu'on va s'intéresser à l'agriculture, et en particulier dans les pays au sud, ça, on va toucher des centaines, des milliers, voire des millions de petits agriculteurs. Donc on imagine que c'est très dur de mettre en place des politiques publiques qui vont s'adresser à des millions de personnes. Donc dans le cadre des négociations climat, on s'est plutôt centré au départ sur les secteurs comme l'industrie, le transport. Mais en 2008, fin 2007, début 2008, il y a eu une crise. On a connu les crises de la faim en Afrique, donc une augmentation de certaines denrées agricoles avec des manifestations du peuple. Et ça a eu pour effet de replacer en fait l'agriculture au cœur des débats internationaux. Donc il y a eu toute une série de réformes. Tout d'abord autour du thème même de la sécurité alimentaire, la réforme du comité de la sécurité alimentaire de la FAO. La mise en place en France d'un groupe interministériel sur la sécurité alimentaire, mais également l'agriculture s'est introduite plus fortement dans les débats de la Convention climat, de nombreux organismes internationaux, dont notamment la Banque mondiale, les centres internationaux, les CGIAR, qui vont s'installer d'ailleurs à Montpellier dans les mois qui suivent, ont repris ce thème d'une agriculture intelligente face au climat ou qui prend en compte le climat. Rappelons que 2015 va se terminer par un événement majeur, la conférence sur le climat qui aura lieu pour la première fois en France, à Paris, et dont on l'espère l'agriculture et le développement seront au cœur des débats. Et nous comptons fortement sur les conclusions qui seront issues de la conférence sur l'agriculture qui va être organisée du 15 au 18 mars donc 2015 à Montpellier, co-organisée par le CIRAD, l'INRA et l'IRD. Donc justement, l'agriculture familiale et le développement sont au cœur de nos préoccupations. Voilà, c'est enfin l'heure de cette cultissime rubrique Agenda avec notre community manager Inde Oumani qui a forcément un certain nombre d'événements à nous annoncer et déjà des événements justement. Effectivement Damien, bonjour Julien. Bonjour. Donc on commence par le collège doctoral du Languedoc-Roussillon qui vous présente sa thèse en 3 minutes chrono. Et oui, c'est possible. Venez découvrir le 26 mai à 16h30 à l'Institut botanique de Montpellier 24 doctorants du Languedoc-Roussillon qui s'affronteront en finale régionale du concours Ma thèse en 180 secondes. L'événement est gratuit et ouvert au public sur inscription. Et si vous n'êtes pas inscrit, en direct, c'est ça? Voilà, en direct sur le site web de la web, sur la web TV de l'UM2, c'est ça? Tout à fait, tout à fait. C'est Koh-Lanta un peu. Hein. 24 concurrents, 3 minutes. On continue avec l'UM2. Alors, ils sont jeunes, inventifs, ils adorent les sciences et ont imaginé des expériences
ébouriffante et inédit. Ce sont 115 collégiens et lycéens qui vont s'affronter avec leurs inventions scientifiques lors du concours Fête de la Science. Alors on a notre top chef mascotte préféré qui est avec nous. Ça mérite. Oh, c'est trop gentil. Je vous présente Zourg. Zourg, c'est un singe qui a l'âme d'un enfant et qui est la mascotte officielle de Fête de la Science au niveau national. Il a été créé par le graphiste Thierry Vicente de l'UM2 et nous sommes très fiers de le recevoir sur le plateau. Il est chaud, Zourg, hein, à la finale, c'est pas tout de suite encore. Est-ce qu'on pourra découvrir son visage le jour de la finale? On pourra savoir qui c'est réellement, Zourg? Ah, mais non, Zourg est Zourg en fait. Il n'y a personne dedans, c'est juste lui et son âme d'enfant. On continue avec l'ONICEP, ou plus ou moins la région Languedoc-Roussillon, qui programme du 2 au 7 juin une nouvelle semaine de job datings pour les élèves apprentis. Ils auront 20 minutes pour convaincre leur futur employeur. Pour plus d'informations, contactez la région Languedoc-Roussillon. Donc c'est toujours un charme d'écouter les événements qui se passent sur Montpellier. Maintenant, il y a des conférences. Première conférence, le bar des sciences. Oui, alors vous n'êtes jamais demandé pourquoi les rats de laboratoire sont des mâles et jamais des femelles. Quels sont les métiers scientifiques où on trouve le plus de femmes ou d'hommes? Et ça a été le sujet qui a été voté pour ce prochain bar des sciences. Sciences et genre. Donc toujours le même endroit, la même ambiance. Il vous donne rendez-vous le 22 mai à 20h30. À la brasserie du Dôme. Sujet intéressant, je pense. Très intéressant. Ouais. Agropolis International. Il y a des choses encore là-bas. Oui, alors plus ou moins là-bas et au Corum. Donc, comme vous le savez, c'est l'année de l'agriculture familiale. Zourg, c'est l'année de l'agriculture familiale. Qui est co-organisée par Agropolis International et qui se déroulera du 1er au 3 juin à Montpellier, donc. Et Montpellier Supagro. Oui, on continue encore sur ce thème-là. Et donc, on a un colloque du 4 au 5 juin à l'IRC de Montpellier Supagro qui vous propose d'échanger sur comment accompagner l'insertion des jeunes dans les agricultures familiales au sud. Merci. Du théâtre à venir. L'air Stuck, pièce d'apprentissage, est un temps fort consacré aux projets étudiants en théâtre et qui mûrissent pendant toute l'année universitaire. Ça se passera au Théâtre de la Vignette de l'Université Montpellier 3. Les prochaines dates sont le 21, 22, 27 et 28 mai. Tarif unique pour tous à 2 €. Venez nombreux. Alors le théâtre, je vois que ça te plaît, Zourg, hein, pas mal quand même. Ouais. C'est le théâtre ou la chronique que tu préfères? La chronique. Alors un appel au volontariat? Oui, il faut des volontaires. C'est le parrainage international qui propose encore aux étudiants de s'inscrire. Si vous voulez soutenir un étudiant étranger, le parrainer et donner une autre dimension à votre rentrée universitaire, inscrivez-vous avant le 15 juillet sur le site de parrainageinternationalmontpellier.fr. Merci beaucoup. Et alors le coup de cœur du mois? Alors le coup de cœur musique festival pour les fans de indie pop, de rock, de hip-hop et d'électro ou tout simplement de musique. Venez soutenir Anime, la scène des artistes indépendants et participer à This Is Not a Love Song Festival. C'est du 29 au 31 mai. Les concerts en journée seront gratuits et en plus Campus Mag sera sur place pour live tweeter l'événement. Donc pensez à nous suivre sur @campusmaglr. Vous trouverez aussi toutes nos vidéos de l'émission. Merci. Merci beaucoup, In. Zourg est juste derrière toi. Attention à toi quand même, Damien. Je le connais. Vous faites des soirées ensemble aussi. Eh ben, une émission, une nouvelle édition, un nouveau magazine TV Campus Mag-LR qui tire à sa fin. Un grand merci pour le sourire toujours agréable. Merci de finir en beauté. Tous vos compliments. Évidemment, un grand merci pour toute l'équipe technique. Et il y a le gâteau qui arrive. C'est magnifique. Bravo. Oh là là. Ah, c'est magnifique. Un beau gâteau auquel on fera honneur, Julien. On remercie toute l'équipe technique qui nous a suivis pendant cette première année de Campus Mag-LR, 10e numéro. C'était une très très belle aventure.
un grand plaisir. C'était encore un plaisir d'être avec toi aujourd'hui, effectivement, et puis d'être avec tout le monde. Mais moi aussi, c'était un plaisir. Et bravo de se à tous, retrouver bon anniversaire tous ensemble. à tous. Rendez-vous, ce sera en direct au Quorum pour l'année internationale de l'agriculture familiale. On vous l'a dit, ce sera le 2 juin en direct du Quorum. Encore une fois, un grand merci à vous tous. Une belle aventure. Bravo. Une très très belle aventure. Et juste pour préciser, pour finir, sachez que le premier Campus Mag, c'était au Quorum. On y retourne. C'est, je trouve, très symbolique. J'espère à très bientôt. Merci beaucoup. Et bonne app!